sommes très accueillis, que nous sommes très heureux de vous accueillir en visio à cette première session de l'année. Nous remercions, nous remercions chaleureusement M. Boris Cyrulnik de sa présence parmi nous et d'avoir accepté notre invitation à intervenir aujourd'hui. Et nous remercions également nos partenaires, la Fondation Culture et Diversité, la Fondation Groupe Primonial et la Fondation Société Générale C'est vous la vie pour leur soutien du Cercle. En 2 mots pour rappel, la vocation du Cercle Éducation, qui a été créé en 2014, est d'être un lieu de connaissance mutuelle des actions des fonds et fondations impliqués dans l'éducation, du développement de leur expertise sur des sujets spécifiques, de la réflexion sur le rôle des fondations et des fonds dans l'éducation, et enfin un lieu d'échange avec d'autres acteurs de l'éducation, que ce soit les pouvoirs publics, des think tanks, des chercheurs, des médias, des enseignants, prospectivistes, associations. Alors le thème de cette année pour le Cercle Éducation est faire face à l'impact des fragilités psychologiques des jeunes sur leur parcours éducatif. Et ce thème sera traité au cours de 2 sessions d'1 heure et d'une demi-journée qui aura très probablement lieu à l'automne. Alors, Boris Cyrulnik, vous êtes un neuropsychiatre et un psychanalyste bien connu des Français pour leur avoir fait découvrir la psychanalyse et pour avoir vulgarisé dans vos nombreux livres, notamment, le concept de résilience, la capacité de l'humain à se reconstruire après les malheurs de la vie. Les travaux que vous avez dirigés, les congrès que vous avez organisés, les écrits que vous avez produits, les missions et les commissions auxquelles vous avez participé, parmi lesquelles la commission Les 1000 premiers jours que vous avez présidée, sont bien trop nombreux pour être ici tous mentionnés. De nature discrète et ne recherchant pas le succès, votre brillant parcours a été récompensé à de multiples reprises et c'est un honneur pour le Cercle Éducation de vous recevoir et pour moi, avant un temps d'une 20aine de minutes que nous dédierons à des questions-réponses, de vous passer la parole pour votre intervention dont le titre est « Acquisition des facteurs de vulnérabilité ou des facteurs de protection ». Ah bon, vous voulez que je fasse un topo de 20 minutes? Non, pardon. Attendez, monsieur Daugé, madame. Stéphane, on t'a perdu parce que ton micro a dû se couper tout seul. Il faut que tu le... Ah, merci, voilà. Oui, non, je disais que nous aurons, après votre intervention, normalement une 20aine de minutes pour pouvoir vous poser quelques questions. C'est bien ce que j'ai entendu. Donc, il faut que je fasse un topo de quelques minutes avant d'arriver aux questions. Voilà. Bon, eh ben, je vais faire un topo à main nue, puisqu'on était convenu de répondre à vos questions, mais on y répondra après. Donc, qu'est-ce qui peut rendre un enfant vulnérable ou, au contraire, non pas invulnérable, mais résistant mieux aux inévitables pépins de la vie qui parfois sont des malheurs de la vie, des traumatismes? Alors, il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont génétiques. C'est des facteurs de vulnérabilité très importants, mais qui sont très peu nombreux. C'est une naissance sur 20 000, 40 000 ou 100 000 selon la maladie. Il y a 8 000 maladies génétiques différentes, mais ça ne fait qu'une naissance sur 20 à 30 ou 40 000. Ces facteurs génétiques-là subissent déjà l'empreinte du milieu. La preuve, c'est que on peut les soigner, les modifier, et même, par exemple, la maladie de Down, la trisomie, ce qu'on appelle délicatement les Mongoliens. Quand j'étais étudiant en médecine, ils mouraient à 25 ans, et aujourd'hui, certains dépassent les 70 ans et même peuvent être scolarisés et apprendre un métier parce que, avec la même altération chromosomique et non pas génétique, l'amélioration de leur milieu leur permet de développer au mieux leur capacité chromosomique. Donc, même quand c'est génétique, même quand c'est chromosomique, l'organisation du milieu permet d'améliorer le développement. Alors, maintenant, on insiste beaucoup sur l'épigénétique, c'est-à-dire que
le milieu très précoce dans l'utérus modifie non pas l'ADN, mais modifie l'expression de l'ADN. C'est-à-dire que ce n'est pas une anomalie génétique, il n'y a pas de mutation, mais le même ADN s'exprime différemment selon la structure du milieu. Et là encore, on découvre l'importance du milieu à partir de l'équipement génétique. Or, maintenant, on sait depuis une vingtaine d'années que si la mère est sécurisée, le bébé a autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. Mais si la mère est stressée, les substances du stress maternel, schématiquement c'est le cortisol et les catécholamines, il y en a une quarantaine d'autres, mais ça c'est les deux vedettes, parce que c'est les deux plus faciles à doser, et puis aussi parce qu'elles sont très fiables. C'est un très bon repère du stress maternel. Sauf que quand le stress est durable, ces substances du stress finissent par franchir la barrière du placenta, et le bébé qui baigne dans le liquide amniotique, parce qu'on a tous été des mammifères marins pendant 9 mois, vous aussi, monsieur Dauger, vous avez été un mammifère marin, comme nous tous, pendant 9 mois. On avait des branchies qui sont devenues nos oreilles internes dans l'eau, et notre mère nous respirait pour nous par le cordon ombilical, et elle nous nourrissait. Et on était nourris, logés, blanchis dans une suspension hydrostatique à 37 degrés. Si la mère n'est pas stressée, c'est le paradis utérin. Si la mère est stressée, on déglutit, nous, fœtus, on déglutit un liquide amniotique bourré de substances du stress, de cortisol et de catécholamines, toxiques pour notre système limbique, qui sont les deux anneaux à la face interne des deux hémisphères. Les cellules gonflent, et s'il y a une inversion du sodium et du potassium, et si le stress dure trop longtemps, les cellules explosent, ce qui fait que le bébé arrivera au monde avec une altération cognitive du système limbique de la mémoire et des émotions due non pas à la mère, je souligne, mais due au malheur de la mère. Et qu'est-ce qui peut rendre une mère malheureuse? Statistiquement, la précarité sociale, la violence conjugale, son propre développement difficile, une guerre, un tremblement de terre, une mauvaise nouvelle, un malheur de l'existence qui n'est pas rare. Donc je souligne, volontairement je répète, ce n'est pas la mère qui est responsable des altérations cognitives du bébé qu'elle va mettre au monde, c'est le malheur de la mère, et je retrouve là la phrase que je vous ai déjà 2 fois proposée, si on intervient pour supprimer ou pour diminuer le malheur de la mère, le bébé retrouve étonnamment vite tout ce dont il a besoin pour se développer. C'est-à-dire que la résilience neuronale, c'est totalement contre-intuitif. La résilience neuronale, la résilience biologique est la plus facile à déclencher. Il suffit de sécuriser la mère pour qu'elle devienne sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Et nos dosages, nos électroencéphalogrammes, les neuroimageries qu'on sait faire aujourd'hui montrent que dès que la mère est sécurisée, le bébé reprend la reconstruction de son système nerveux en une nuit ou deux. Il reprend la sécrétion des hormones de croissance et des hormones sexuelles normales pour son âge. Donc, c'est totalement contre-intuitif. Ce n'est pas parce que c'est biologique que c'est définitif. Au contraire même, la, 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 la plasticité cérébrale est tellement faramineuse chez les bébés qu'il suffit de sécuriser la mère pour que le bébé retrouve un milieu favorable pour lui. Encore une fois, c'est nous qui pouvons intervenir pour sécuriser la mère ou la laisser, l'abandonner dans son insécurité. Lorsque la mère arrive au monde, le bébé peut encore acquérir des facteurs de protection ou des facteurs de vulnérabilisation. Facteurs de vulnérabilisation, si la mère est seule, tout ce qui se passe dans sa vie est une épreuve
On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes femmes seules qui préfèrent tenter l'aventure et élever leur bébé seules que l'élever avec un homme qui les rend malheureuses. Donc elles sont seules et la solitude est une agression importante, très importante, neurologique. La solitude est une agression neurologique et neuro-hormonale. On a besoin d'un autre pour stimuler notre cerveau, et si cet autre vient à manquer, ou si cet autre est stressant, notre cerveau est altéré, et ça n'est pas une vue de l'esprit, on le photographie, on le dose aujourd'hui sans aucune difficulté. Je retrouve encore une fois l'idée, on peut intervenir pour sécuriser une femme seule qui a préféré être seule ou qui est obligée d'être seule. Le mari est peut-être mort ou disparu. Donc, dans les deux cas, il faut réorganiser autour de la mère une niche sécurisante pour que la mère sécurisée redevienne sécurisante pour le bébé qu'elle a mis au monde. Alors là, c'est la grand-mère qui souvent fait la figure du deuxième parent. Beaucoup de ces femmes seules demandent à leur propre mère de les aider, ce qui pose un problème anthropologique majeur, parce que ça veut dire que c'est la grand-mère qui aujourd'hui fait la fonction de père. Bonjour, Madame la grand-mère, vous êtes le père. Lorsque les couples de femmes homosexuelles qui légalement aujourd'hui peuvent se marier, et lorsque l'une des deux porte un enfant, ou lorsqu'un couple d'hommes homosexuels vont à l'étranger pour faire porter un enfant qu'ils font naître en France et qu'ils adoptent, dans ces deux cas, c'est bonjour Madame la mère, Madame la deuxième mère, vous êtes le père, bonjour Monsieur le deuxième père, je me perds un peu, c'est très confus, les nouvelles structures de parenté, vous savez, c'est pas facile. Déjà, Oedipe, c'était compliqué, alors aujourd'hui, je m'en sors plus là. Euh, donc, ça veut dire que la structure familiale, et là, il y a un problème anthropologique majeur qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est que les structures familiales sont de moins en moins clairement énoncées. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça veut dire que pour sécuriser ces femmes seules, il faut un deuxième parent. Et John Bowlby, mon maître, celui qui a inventé et qui a fondé les théories et expérimentations scientifiques de l'attachement, déjà dans son rapport à l'Organisme mondial de la santé en 1951, disait déjà le système familial le plus protecteur pour un bébé, c'est un système familial à multiples attachements. La mère, puisque c'est quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est encore les femmes qui sont enceintes, donc la mère inévitable, le père qui peut être un homme, qui peut être une grand-mère, qui peut être une deuxième femme, qui peut être un substitut affectif, qui peut être un premier beau-père, un deuxième beau-père, un troisième beau-père. Cette deuxième figure d'attachement, ce coparent, a une fonction sécurisante et surtout pour le bébé, il permet d'acquérir un facteur de protection énorme. C'est qu'autant la mère est nécessaire, autant si elle est seule, elle peut devenir abusive. Si la mère est nécessaire, à condition qu'elle ouvre le champ de conscience de son enfant en aimant elle-même un deuxième parent, un oncle, un deuxième mari, une nounou, une assistante maternelle qui prendra elle aussi une fonction de figure d'attachement. Mais si elle est seule, elle a le monopole des empreintes, elle a le monopole de l'attachement, et dans ce cas, le bébé qui, dans un premier temps, elle est nécessaire parce que le bébé, dans un premier temps, a besoin de sa mère, et comment il va faire pour devenir autonome? Eh bien, si la mère est seule, il aura beaucoup de mal, parce qu'il y a un processus d'autonomie qui se met en place au cours de l'ontogenèse, c'est-à-dire au cours du développement du bébé sous l'effet des pressions du milieu. Le premier événement d'autonomie, c'est au début de la troisième année, l'âge du non, que connaissent tous les parents. Dépêche-toi, il faut qu'on aille à la crèche, et l'enfant éprouve comme une victoire d'aller se cacher. Alors on court après lui, et pour lui, dans son esprit, c'est je deviens autonome, je suis fier de ne pas avoir obéi à ma mère,
Et pour la mère, ça, c'est « tu vas encore me faire rater le train, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas te cacher quand on part ». Premier conflit de génération, premier contresens. Pour le bébé, c'est une victoire, pour la mère, c'est un retard. Et puis surtout, il y a l'adolescence, où là, l'apparition du désir sexuel chez l'adolescent, il faut quitter la famille, l'apparition de la fierté de tenter l'aventure sociale pour devenir indépendant, il faut quitter la famille. Et là, on fait encore une fois intervenir l'environnement social et cette fois-ci, l'environnement culturel. S'il y a des patronages, des activités de scoutisme, des universités, des centres de formation professionnelle, l'enfant est aidé dans l'autonomie et plus tard dans l'indépendance sociale. Il part tous les jours, il apprend un métier, il fait des études, il quitte sa famille sans violence. S'il n'y a pas ce relais périfamilial à l'adolescence, ou bien il accepte de rester prisonnier de sa mère seule, ou bien c'est l'hostilité qui va lui servir de force de détachement. Et là, on voit des conflits très douloureux apparaître à l'adolescence, où la mère s'est surmenée, qui a travaillé, qui s'est occupée de l'enfant, qui a fait des burn-out ou qui a échappé de peu, qui a été surmenée, qui a consacré sa vie à s'occuper de son enfant, se voit agressée par son enfant pour qui elle a sacrifié 10 ou 15 ans de sa vie. Donc elle éprouve une injustice énorme, et c'est vrai que c'est une injustice, mais psychologiquement, c'est parce que notre culture n'a pas disposé autour de cette femme seule un dispositif d'autonomie progressive, l'université, un centre d'apprentissage, de scoutisme, le voyage, Erasmus, qui est un bon facteur de protection et qui permet bien d'accès à l'autonomie. Et donc là, c'est la société, c'est l'organisation sociale qui est déficitaire, et c'est la mère qui fait les frais parce que l'adolescent qui a du mal à devenir autonome agresse sa mère parce qu'il a un choix impossible, ou bien je reste petit, soumis, en prison de l'affection maternelle, ou bien pour me détacher de ma mère, je suis obligé de l'agresser et de lui faire des reproches incessants pour tenter l'aventure sexuelle et l'aventure sociale. Donc, je retrouve encore une fois le schéma de raisonnement que je vous propose depuis le début. C'est l'environnement, c'est la structure de l'environnement qui permet le développement de l'enfant à condition d'entourer la mère affectivement, culturellement. Et je vais dire maintenant, pendant les quelques minutes qui me restent, et je vais dire maintenant l'organisation des récits. Parce que aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Sauf un, le seul qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui, à peine né, s'est écrié « À boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance, et il faut attendre la 3e année. C'est un mystère, parce qu'il faut que pendant les 9 mois d'utérus, puis pendant les 2 premières années, dans les bras de la mère, structuré comme je l'ai proposé tout à l'heure, il faut que l'enfant progressivement apprenne à transformer son lobe temporal gauche. Quand on parle autour du bébé, le lobe temporal gauche dégage de l'énergie. Quand la mère s'adresse au bébé, le regarde, lui parle, ça déclenche chez le bébé une émotion intense, un objet sensoriel très stimulant, et c'est une zone précise de son lobe temporal gauche le planum temporal, ce qui va se transformer en zone des paroles. C'est-à-dire que la mère, en s'adressant au bébé, transforme la zone des sons en ce qui va devenir la zone du langage. Et ça, c'est le milieu qui sculpte le cerveau. Et si la mère est malheureuse parce qu'elle est seule, si elle déprime, eh ben, elle parle moins au bébé, elle joue moins avec le bébé parce qu'elle est morte, malade, déprimée, malheureuse. Et le bébé a une niche appauvrie où il apprend mal à parler. Les bébés qui ont été sécurisés dans le schéma de raisonnement que je propose, c'est-à-dire les 1000 premiers jours, Harry entre en maternelle à l'âge de 3 ans,
avec un stock de 1000 mots, alors qu'un bébé qui a été insécurisé parce qu'il y a eu une maladie, parce qu'il y a eu un malheur, parce que le père est mort, parce qu'il y a un conflit conjugal, parce qu'il y a, etc., entre en maternelle avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. Celui qui a acquis 1000 mots va jouer à faire l'effort d'apprendre. Alors là, j'ai eu des difficultés avec mon ami que j'estime beaucoup, Luc Ferry, qui dit, mais non, il faut toujours faire un effort. Oui, mais on peut jouer à faire un effort, on peut avoir le plaisir de faire un effort. Si vous ne croyez pas, regardez toutes les filles qui font un jogging dans votre quartier. Elles ont mal aux muscles, elles font des grimaces de faire d'efforts. Elles rentrent chez elles, elles prennent une douche et qu'est-ce qu'elles font le lendemain? Elles recommencent à faire l'effort de faire un jogging, alors qu'elles souffrent. Donc, on peut éprouver un plaisir de faire l'effort, de s'entraîner, de faire l'effort d'apprendre. Et ça, donc, il faut l'organiser, il faut donner à ces mères la possibilité et à ces bébés, les bébés ainsi acquièrent l'accès à la verbalité. Ils manipulent les mots, ils jouent à faire l'effort d'apprendre, alors que les autres se sentent humiliés parce qu'ils voient que leurs camarades de classe comprennent les consignes, alors qu'eux ne comprennent pas. Et ils apprennent en revanche à détester l'école. Et ce sont des gosses malheureux à l'école qui trouvent la seule fierté de s'opposer à l'enseignant. Et actuellement, comme notre culture disqualifie les enseignants et l'autorité des parents, à ce moment-là, les enfants, les garçons surtout, éprouvent comme seule fierté le plaisir d'affronter les parents, d'affronter les enseignants. Ils foutent en l'air l'ambiance d'une classe parce qu'eux-mêmes sont malheureux et humiliés de ne pas comprendre. Donc voilà, il y a un schéma de raisonnement qui est écosystémique que je vous propose. Ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est un ensemble de causes qui provoquent un effet. Et je vais terminer en disant que lorsque cette construction quotidienne, incessante de soi, depuis la fusion des gamètes, c'est-à-dire dans l'utérus, tout de suite, dès très tôt, dépend de la structure du milieu sur lequel nous avons la possibilité d'agir. Donc, nous avons tous un degré de liberté puisqu'on peut agir sur le milieu qui agit sur l'enfant. On a donc un degré de liberté, donc on a un degré de responsabilité si on ne le fait pas. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais ça doit faire à peu près 20 minutes, donc je suis heureux de discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, vous parlez des facteurs de sécurisation, de protection, bien entendu dans les premiers mois de l'enfant. Et vous parlez également de niches sensorielles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce qui concerne la croissance de l'enfant, son entrée dans l'adolescence? Alors, la première niche sensorielle d'un bébé, c'est le ventre des femmes. La deuxième niche sensorielle d'un bébé, c'est le bras des femmes entouré par d'autres figures d'attachement. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle qui est faite par les mots et les récits. C'est l'ontogenèse que j'ai proposé dans mon petit résumé spontané. Donc, et à ce moment-là, c'est une construction constante qui mène à l'adolescence, où lorsque le désir sexuel apparaît et la fierté de tenter l'aventure sociale, si tous les facteurs de protection développementaux, affectifs, biologiques, verbaux ont été mis en place, l'adolescence va dans 70% des cas se passer en souriant. Alors bien sûr, il y aura la vivacité des jeunes, hein. Maman, lâche-moi les baskets, enfin, ils n'ont pas toujours un langage très précautionneux, mais ça ne fait rien, on leur pardonne, parce qu'ils sont vifs et qu'ils sont pleins de vie, donc c'est bon, c'est bon signe. En revanche, s'ils n'ont pas acquis cette possibilité d'accéder à l'autonomie, c'est la haine, c'est le conflit qui va permettre une tentative d'autonomie sociale qui généralement va être ratée. 70% des enfants
ayant acquis des facteurs de protection, ayant donc acquis un attachement sécure, vont prendre le virage de l'adolescence avec plaisir, avec l'intensité des adolescents, c'est-à-dire qu'on est le centre du monde, on est le désespoir si elle ne nous a pas dit bonjour gentiment, et on est au paradis si elle n'a bien voulu nous sourire. Bon, tous les adolescents connaissent ça. Donc, mais ça se calme ensuite, hein, rassurez-vous. Vous allez voir, quand vous allez faire votre adolescence, on est beaucoup plus paisible ensuite, hein. Mais c'est un processus qui se met en place graduellement. En revanche, 30% de tous nos enfants ont acquis des facteurs de vulnérabilité au cours de leur développement, à cause des causes hétérogènes, différentes, nombreuses, que j'ai proposées. Causes biologiques, causes sociales, causes affectives, causes accidentelles, etc. Et ceux-là vont faire partie des 3% d'adolescents qui ont du mal, des 30% d'adolescents qui ont du mal à prendre leur virage. Si une institution sociale, culturelle les aide, ils pourront être aidés à l'autonomie sociale et à l'aventure sexuelle sans brutalité. 5% de tous les enfants démarrent dans la vie avec un attachement désorienté. Et là, c'est inquiétant, parce que là, c'est un indice de psychopathologie qui se met en place. Et ces 5% d'enfants ont parfois des enfants, des parents adorables, motivés, bien intentionnés, qui font bien leur boulot de parents, et pourtant, 5% des enfants ont du mal à démarrer dans la vie. Peut-être il y a un facteur génétique, peut-être il y a un facteur épigénétique, c'est difficile à affirmer, mais statistiquement, 5% de ces enfants se développent mal. Ces chiffres-là sont vrais dans une culture en paix. Dans une culture en guerre, des évaluations qui ont été faites au Congo et qui sont actuellement faites en Ukraine, dans une culture en guerre, ce n'est pas 70% des enfants qui acquièrent l'attachement sécure, c'est 30 à 40%. Ce n'est pas 5% des enfants qui acquièrent un attachement désorganisé, psychopathique, c'est 25 à 30% des enfants. Donc on voit comment déjà, dès le début du développement, la culture marque déjà son empreinte pour tutoriser des bons développements, pour permettre aux enfants d'acquérir des facteurs de protection qui n'est pas gagné pour la vie, parce que même quand on a bien démarré dans la vie, on peut avoir un malheur dans l'existence. Mais à l'inverse, quand on part mal dans la vie, on n'est pas condamné pour l'existence. On peut toujours rencontrer des facteurs de protection qui seront acquis plus tard, et c'est la définition, ce que je viens de dire, c'est la définition de la résilience, qui est une définition naïve, bébête, logique, mais les facteurs, eux, sont difficiles à évaluer. Donc constamment, l'environnement de la mère, les paroles et la structure sociale tutorisent les développements des petits, des enfants. Ah, nous voyons bien quel est l'impact du manque de ces facteurs de protection sur l'apprentissage, la possibilité d'apprendre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la manière dont ce phénomène est abordé dans d'autres pays? Je crois qu'en Europe du Nord, on parle par exemple de ralentissement des apprentissages. Alors voilà, notre culture occidentale, surtout depuis l'ère industrielle, valorise le sprint. C'est-à-dire, et le sprint est facteur de stress, d'angoisse, de brutalité relationnelle et de dépression d'épuisement que les jeunes appellent aujourd'hui burn-out. Mais quand j'ai fait mes études, on appelait ça la dépression d'épuisement. Donc, ça fait chic aujourd'hui de dire burn-out, mais c'est le même principe. Or, Monsieur et Madame Sapiens, les anthropologues, nous apprennent que on passait beaucoup de temps à faire la fête, à décorer, à peindre, à manger, et qu'il y avait une vie assez paisible. On a été contraint à la violence pour survivre quand il y a eu des glaciations où là, les animaux, les végétaux disparaissaient, et c'est l'invention des armes qui a permis de la survie parce qu'en tuant
un animal plus fort que nous, ça nous permettait de ne pas mourir nous-mêmes. Donc la violence est devenue une valeur adaptative. Mais au Moyen Âge, des historiens comme Ariès et Duby, par exemple, ont fait le compte des journées chômées. Il y en avait, dans Ariès, dans l'histoire de la vie privée, ils ont compté qu'il y avait 145 journées chômées par an. C'est-à-dire que c'est bien supérieur au congé payé. C'est-à-dire que on travaillait beaucoup dans des conditions plus équilibrées. On travaillait, on se reposait. J'ai connu ça dans les années d'avant-guerre ou même dans les années même pendant la guerre où les enfants participaient à la moisson et le soir, le village entier faisait la fête. Le soir même, il y avait des grandes tables, des grands banquets. Il y avait une solidarité de village, on se prêtait, les hommes fauchaient d'une ferme à l'autre, les femmes faisaient des gerbes, les enfants ramassaient les brins, et tout le monde, tous les soirs, faisait la fête. J'ai connu ça, c'est un témoignage. Or, actuellement, on sprint pour partir au travail, on sprint pour rentrer chez soi, on sprint pour faire une bouffe industrielle avec, qui est fabriquée par des délinquants alimentaires. Il y a dans notre culture actuellement une délinquance alimentaire qui commence déjà à fabriquer l'obésité des adolescents et qui fait que ces dernières années, l'espérance de vie des jeunes commence à réduire alors qu'elle augmentait. Donc cette délinquance alimentaire, je suis étonné que les politiciens ne s'en occupent pas plus. Et donc on a dans les pays d'Europe, et ça s'est mis en place, ce sprint s'est mis en place, surtout à l'ère industrielle, et les Américains ont été médailles d'or du sprint avec un prix biologique, psychologique exorbitant. La réussite sociale se faisait à un prix humain exorbitant. Depuis une génération, les pays d'Europe du Nord ont décidé une autre stratégie éducative. Ils ralentissent le développement des enfants. Ils mettent les enfants à la crèche. L'entrée scolaire est beaucoup plus tardive. Il n'y a pas de notation avant l'âge de 11 ans. Il n'y a pas de notation du tout. Si ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, ce n'est pas grave, tu le comprendras demain. Et le ralentissement des enfants leur donne une grande confiance en eux. C'est adapté au développement des enfants. Parce que le développement des enfants n'est pas une ligne continue. C'est un escalier. Les enfants peuvent être en retard à 3 mois, puis une rencontre stimulante, ils rattrapent leur retard en 15 jours. Ou il peut y avoir un malheur dans la famille, une maladie, la mère malade, le père malade, chômeur, un conflit, enfin les accidents de la vie. Instantanément, l'enfant prend un petit retard. Dès que le conflit est réparé, il rattrape son retard en 15-20 jours. Donc, le développement se fait en marge d'escalier. Et la sélection, l'orientation précoce est une immense injustice, parce que beaucoup de nos grands hommes et maintenant de nos grandes femmes, un très grand nombre d'entre eux ont été de très mauvais élèves. Ça reste entre nous, ça, hein, mais si vous me forcez, je vous dirai des noms tout à l'heure. Hein. Donc, ils ont été de très mauvais élèves, et puis ils ont rencontré quelqu'un plus tard qui leur a donné le plaisir de faire l'effort d'apprendre, ils rattrapent leur retard en quelques mois et ils deviennent des marqueurs de civilisation. Les pays du Nord, quand j'y étais, invité par Jeannette Bourrabe, ou quand j'y étais, tous ces pays d'Europe du Nord avaient décidé de ralentir le développement physique et intellectuel et scolaire des enfants. À 15 ans, ils étaient médailles d'or aux évaluations PISA, qui sont critiquables, mais qui sont quand même assez fiables, qui donnent des niveaux. Ce n'est pas des chiffres précis, mais ça donne quand même des bons niveaux. Ils étaient donc médailles d'or ou médailles d'argent, peu importe, ils étaient bons. J'ai travaillé au Japon, j'ai été en Chine, ils ont fait une stratégie à l'américaine, même pire que les Américains, une surstimulation. Quand j'étais au Japon, j'ai entendu plusieurs fois des Japonais me dire « l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance ». Les enfants, les filles surtout, qui ont une maturation neuropsychologique en avance sur celle des garçons, elles tiennent mieux le coup que les garçons. Elles font des performances scolaires stupéfiantes,
J'ai vu des filles passer le concours de l'ENA en France, apprendre le français pour passer le concours et être reçues du premier coup. Donc, c'est des performances intellectuelles que je trouve stupéfiantes. Et dans tous les pays du monde, les femmes pensent plus au suicide que les hommes, mais aboutissent moins au suicide que les hommes, sauf dans les pays asiatiques où les femmes pensent plus au suicide que les hommes et aboutissent plus au suicide que les hommes, alors qu'elles accèdent à des performances scolaires et sociales extraordinaires. Donc la réussite scolaire, la réussite humaine, la réussite sociale se fait à un prix exorbitant. Et pour ma part, je pense que la réussite sociale est un bénéfice secondaire de la névrose. Ça n'est pas un signe d'épanouissement. Et c'est pour ça qu'on est souvent gouverné par des névrosés. Et si vous ne me croyez pas, allez à l'Assemblée nationale. Et vous verrez un peu que ces gens sont incapables de poser un problème paisiblement. Ils ne peuvent que s'affronter, c'est-à-dire qu'ils font sûrement partie des attachements insécures parce qu'ils ont acquis des facteurs de vulnérabilité que personne ne leur a appris à s'exprimer autrement et qu'ils dégainent les revolvers à la première phrase. Donc, les gouvernants rendent impossible la solution des problèmes. Merci. Avant de laisser les uns et les autres poser leurs questions, une toute dernière question. Que diriez-vous à des fondations et à des fonds dont les missions et l'intérêt sont de favoriser l'éducation? Quelles seraient vos recommandations pour que nous participions autant que possible à la réduction de ce manque résultant d'absence de facteurs de protection dans la petite enfance? Deux mots magiques, affection et sens. C'est la sécurité affective qui donne aux enfants le plaisir de faire l'effort d'apprendre. Et sens, il t'est arrivé un malheur dans ton enfance, c'est arrivé à ta mère, ton père, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un malheur de l'existence, c'est pas rare du tout, tu fais partie des enfants qui ont du mal à démarrer dans la vie parce que un malheur est arrivé dans ta famille. C'est pas perdu pour la vie, c'est perdu parce que c'est perdu si on veut te forcer. Tu vas t'opposer, tu vas devenir opposant, délinquant, tu vas t'opposer. Mais si tu prends ton temps, on va chercher à te sécuriser et on va chercher à comprendre ce qui fait que tu as eu une entrave familiale ou une guerre ou un accident de la vie ou la mort de ta mère, la mort de ton père ou je ne sais pas quoi. Mais donc tu as pris un retard, mais tu as droit maintenant à 120 ans d'existence. C'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. Et si tu meurs avant, tu seras en droit de déposer une réclamation. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de te presser. Tu as 120 ans devant toi. Une petite fille qui arrive au monde, une sur deux sera centenaire. Si elle perd un an ou deux, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'elle ralentisse, parce que le ralentissement va lui donner confiance en elle, en lui, et il fera à 12 ans ce qu'il aurait dû faire à 8 ans. Qu'est-ce que ça peut faire? Il a 100 ans d'existence devant lui. De toute façon, maintenant, les jeunes se socialisent entre 25 et 30 ans. Quand j'étais gamin, on se socialisait entre 15 et 20 ans. Donc, qu'est-ce que ça peut faire de perdre un an ou deux? Mais pour ça, il faut que les rythmes éducatifs, les rythmes d'apprentissage se ralentissent et qu'on y associe les facteurs de bien-être. Un, la sécurité affective. Deux, le sport, la musique, le théâtre, qui ont une fonction de stimulation de l'intelligence. Les enfants qui font de la musique parlent mieux que ceux qui n'en font pas. La neuroimagerie montre aujourd'hui qu'un gosse qui fait du sport stimule la zone correspondante de son cerveau. Les enfants qui font du sport ou qui jouent dans un orchestre ou qui font du théâtre apprennent à réfléchir, apprennent à comprendre et apprennent à parler entre eux. Pourquoi Molière fait dire ça à cette fille?
Bon, ça, les profs le faisaient déjà avant, hein, mais ça veut dire que ces activités parascolaires ont une activité de bénéfice scolaire énorme. Donc, les deux mots magiques, affection et sens. Merci. Maintenant, je laisse la parole à celles et ceux qui souhaiteraient poser une question. J'y vais alors. Merci beaucoup, cher monsieur, pour ce très joli moment. Dans tout ce que vous avez dit, et notamment sur le sujet du ralentissement, est-ce que vous ne pensez pas que les parents exercent une pression eux-mêmes qui est contre-productive et qu'il faudrait passer par une formation des parents pour qu'ils comprennent le bénéfice du ralentissement, de telle sorte qu'ils ne participent pas eux-mêmes au sprint que vous décrivez? Mais bien sûr, mais bien sûr, malheureusement, vous avez raison. L'école a pris un tel enjeu, une telle importance, parce que le nouvel organisateur de la société aujourd'hui, c'est le diplôme. Avant, c'était le corps qui organisait du social. C'était le ventre des femmes qui devait mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence, pour faire la guerre ou pour travailler 15 heures par jour au fond des mines. Maintenant, c'est le diplôme et l'art de la parole qui donne les places, les bons salaires. Donc, c'est un progrès. Mais les parents surcotent tellement le résultat scolaire qu'ils insultent les professeurs si leurs enfants ont des mauvaises notes. Donc, c'est, comme vous l'avez dit, malheureusement, c'est ce qui se passe. Ils mettent le stress et en mettant le stress sur leurs enfants, ils diminuent les performances scolaires. Donc, je pense qu'il faudrait apprendre, faire comprendre à ses parents que ce n'est pas la bonne stratégie. Mais pour ça, il y a plein de livres excellents, il y a des émissions de télé, les journalistes sont des précieux auxiliaires, ils expliquent très bien, et il y a d'excellents livres, dont ceux de votre serviteur, qui sont très très bien. Et si les parents et les journalistes souvent font des comptes rendus très bons, mais il faut rentrer dans la culture. Or, c'est très surprenant la manière dont les idées rentrent dans la culture. Parfois, elles sont combattues par le peuple lui-même, qui combat des idées bénéfiques pour lui. Hein, et parfois, tout d'un coup, il y a une inversion, il change d'opinion en un clin d'œil. Par exemple, quand l'insupportable, une société condamne à mort, il y a encore aujourd'hui des sociétés qui tuent des hommes, qui décapitent, qui mutilent au nom de la morale. Eh bien, si on avait fait des élections, on continuerait en France à décapiter, parce que le peuple était opposé aux décisions gouvernementales. Et certains politiques ont pris la décision de supprimer la peine de mort. Aujourd'hui, le peuple trouve que c'est un grand progrès de ne plus lapider les hommes et les femmes et de ne plus décapiter des hommes qui ont commis des fautes. Donc, je pense que il faudrait expliquer, le cinéma joue un grand rôle. Le cinéma, le roman, parce que là, on éprouve. Ah bah tiens, j'ai vu un film sur les Suédois qui ralentissent le développement. Mon témoignage, c'est quand j'étais avec Jeannette Bougrande dans les écoles finlandaises, j'ai été stupéfait par le silence. On se parle doucement, à voix basse. Tout le monde se sourit. Et j'ai été stupéfait par l'ambiance incroyablement différente qu'il y avait dans les écoles finlandaises ou dans les écoles françaises, où on sprinte tout le temps. Alors, la plupart des profs font très bien leur métier. Je trouve qu'ils ont un talent, une vocation et un talent, mais ils payent très cher parce que maintenant, c'est une tragédie qui se prépare. Il y a de moins en moins de vocation à l'enseignement. Donc, c'est une tragédie qui se prépare pour les générations à venir. Alors que si notre culture privilégie le ralentissement, le sourire, les gosses obtiendront de meilleurs résultats scolaires. On peut l'évaluer, j'ai dirigé des thèses, beaucoup, pour montrer comment la sécurité que donnent l'enseignant et la famille
améliore les résultats scolaires de l'enfant. Ce n'est pas le sprint, c'est la sécurité qui donne confiance en soi à l'enfant. Donc là, il y a tout un travail culturel à faire, mais je sais que les fondations sont déjà en chantier pour nous aider à faire ce travail. Merci. Une autre question? Pendant que la prochaine question se prépare, si vous permettez, je peux raconter une petite anecdote qui va à l'appui de ce que vous venez de dire, qui est que j'ai visité une école en Finlande également, et qui est l'équivalent du CP qui, en Finlande, a lieu un an plus tard, plutôt vers 7 ans. Et j'ai appris à cette occasion que cette année-là est une année où il est interdit d'apprendre directement. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on apprend le métier d'élève. Et donc, on apprend quand il faut lever la main, quand on peut parler sans demander la permission, quand on peut se lever, quand on peut aller se laver les mains, comment est-ce qu'on coopère entre élèves, comment est-ce qu'on peut jouer dehors, seul ou pas seul, ou etc. Et on prend un an complet à faire ça. Et la maîtresse, l'institutrice, me disait qu'en fait, ça consiste à perdre du temps pour en gagner ensuite, puisqu'en fait, pendant tout le reste du parcours, tout devient plus facile, plus fluide, plus agréable, plus désirable même, et que donc tout le reste du parcours est beaucoup plus passionnant, intéressant, efficace. J'ai le même témoignage que vous, et mot à mot le même témoignage, et même j'ai été surpris de voir à quel point les enseignants étaient décontractés et laissaient les enfants se dépatouiller. Par exemple, j'ai assisté à des matchs de football dans la neige. Et les filles et les garçons se mettent s'habiller pour sortir. Et il y avait une petite fille qui avait un mal fou. Elle était trop petite, elle avait un mal fou pour s'habiller. Alors, parce qu'il fallait se couvrir, il fallait mettre des vêtements chauds pour ça. Il faisait -27. Et ben, il sortait quand même pour jouer au foot. Et la petite fille s'était allongée pour mettre un survêtement molletonné et elle n'y arrivait pas. Et les professeurs la regardaient en souriant et l'aidaient à peine. Et la petite fille apprenait à enfiler son vêtement avant d'aller jouer au foot dans la neige. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vous poserai volontiers une question également, Monsieur Cyrulnik. Vous avez parlé des 1000 jours et je crois qu'il existe des maisons des 1000 jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, merci pour cette question parce que il y a un phénomène insupportable aujourd'hui, c'est que alors que les femmes ne se sont jamais aussi bien épanouies que dans notre culture actuellement, il y a de plus en plus de dépression du postpartum et de suicides de mères avec des bébés de quelques mois. Donc ça, c'est une donnée insupportable qui est le marqueur d'une désorganisation sociale. Et si les femmes qui s'épanouissent, elles font des études, elles ont des copains, elles voyagent et elles mettent au monde leur premier bébé, elles ont 31 ans. Or, elles ont appris un métier, elles ont des copains, elles ont vécu souvent de manière intense et de manière socialement et relationnellement très efficace, et tout d'un coup, elles mettent au monde un bébé et elles se retrouvent seules à la maison. Et donc, elles dépriment beaucoup, de plus en plus. Pour lutter contre cette dépression, on avait proposé au gouvernement de faire le congé de paternité, ce qui a été accepté en partie, et on avait proposé ce congé paternité parce que les pays d'Europe du Nord, l'Espagne fait mieux que nous, le Québec fait mieux que nous, et toutes les évaluations qui ont été faites ont montré que quand il y a un congé paternité et que le père, les jeunes hommes veulent participer à entourer leur femme pendant les premiers mois de la vie du bébé, eh bien, on espérait qu'il y aurait moins de dépression postnatale des femmes. L'évaluation de 1 an des réformes est tombée la semaine dernière. Surprise, les grands bénéficiaires du congé paternité, c'est les pères. C'est les pères qui découvrent le plaisir de s'attacher à un bébé. Ce plaisir leur a été épargné parce qu'ils étaient tous les chefs de famille, n'étaient jamais dans leur famille.
C'était les femmes qui n'étaient pas chefs de famille administrativement, et c'était elles qui faisaient tout dans les familles. Il y avait donc une stupidité administrative qui a été réformée. Maintenant, on parle de responsabilité parentale, ce qui est logique, et les hommes découvrent le plaisir et la fatigue de s'occuper d'un bébé. Et ils découvrent le plaisir de l'attachement qu'ils ne découvraient pas avant. Donc c'est un progrès pour les hommes, c'est un progrès pour les femmes, c'est un progrès pour la société, ça va dans le sens de la lenteur dont on parlait tout à l'heure. Mais pour faire vivre ces progrès, on a proposé d'instituer des maisons des 1000 jours, qu'on a appelé la maison des 1000 jours. Alors, c'est déjà en chantier au Brésil et dans beaucoup de pays. Et en France, il y a 7 ou 8 maisons qui se sont déjà ouvertes. Le principe est très simple. C'est une association, 1901, qui est hébergée par une crèche à Nice. C'est un centre somptueux, mais à Arras, c'est une association dans une crèche qui a beaucoup plus d'espace à Arras parce que le loyer est moins cher qu'à Nice. Mais alors, et cette association, c'est souvent un homme qui est président de l'association qui donne des rendez-vous. À Nice, on va dans le centre sans prendre rendez-vous pour demander un conseil à une infirmière, à une aide maternelle, à quelqu'un qui travaille, qui est salarié dans cette association, dans cette crèche. Et sans rendez-vous, on demande à parler à un tel, il dort mal, il prend mal. Et on a ce que faisait le village avant, ce que faisaient les grands-mères et ce que faisait le village avant, c'est-à-dire les conseils de la grand-mère ou d'une autre femme expérimentée ou d'un homme expérimenté qui n'existe plus dans notre culture occidentale de la solitude. Les jeunes femmes sont seules, personne ne les conseille. Quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance avaient à 20 ans 1 ou 2 enfants. Elles n'étaient pas désemparées parce qu'elles avaient toutes vu et tenu dans ses bras un bébé. Aujourd'hui, une jeune femme de 31 ans qui met au monde son premier enfant n'a jamais vu un bébé, n'a jamais tenu dans ses bras et ne sait absolument pas ce qu'il faut faire. Et il n'y a plus une grand-mère autour d'elle parce que les grand-mères qui ont 60 ans, elles jouent au tennis, elles travaillent, elles courent le monde et elles sont socialisées. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un village qu'on a appelé la maison des 1000 premiers jours, qui est très facile à faire, qui n'est pas cher. Les premières évaluations montrent qu'en plus, les gens tissent des liens d'amitié, s'entraident pour garder les enfants, pour échanger du matériel et pour dépister un trouble éventuel. Ils ne font pas le diagnostic parce que ce n'est pas leur métier, mais ils voient bien, tiens, il ne sourit pas, tiens, il ne parle pas encore. Et là, on va dans une maison des 1000 jours et on dit, est-ce que c'est normal que mon bébé ne sourit pas? Et là, on demande à un professionnel seulement en cas de besoin. Merci. Il y a combien de ce type de maison en France aujourd'hui? Pour l'instant, il y en a 8, mais il y en a d'autres qui sont en projet. Et j'espère qu'il y en aura. Normalement, il faudrait qu'il y en ait. C'est tellement facile à faire. C'est très facile à subventionner aussi. Ce n'est pas la peine d'avoir un gros budget. Il suffit de faire une association en 1901. La municipalité peut proposer un local et une petite aide comme une association ou trouver une fondation qui peut l'aider. Et dans ce cas, alors il y en a une qui est en marche à Amboise, il y en a plein. Je pense que pour l'instant, il y en a 8 qui ont démarré, mais j'espère, c'est tellement facile à faire que j'espère qu'il y en aura des centaines. Pardon, Anne, je t'ai interrompu. J'allais poser la même question, merci, et demander s'il y en avait à Paris, s'il y en avait déjà en projet à Paris. Je crois qu'il n'y en a pas à Paris. Je crois que il faudrait les mettre en place. Et il y en a, à ma connaissance, il n'y en a pas encore à Paris. Merci. Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, monsieur, que vous prenez aussi un changement un peu systémique, justement, du système éducatif français. Est-ce que, selon vous, à un horizon plus ou moins lointain, c'est possible? Est-ce que vous voyez des facteurs très bloquants? J'imagine que vous avez déjà peut-être fait des recommandations, évidemment, en ce sens.
Est-ce que vous voyez des changements possibles, des changements de fond? Alors, vous avez bien dit, hein, merci de l'avoir dit, c'est des raisonnements écosystémiques qui ont du mal à rentrer dans la culture. Et pourtant, les théories de l'attachement, les théories psychologiques actuelles montrent qu'on ne peut plus faire de relation, une cause provoque un effet. Il faut faire converger des causes. Et là, ça amène à penser l'éducation probablement de manière différente. L'éducation ne doit plus être centrée sur la performance. Alors, il y a bien un moment où la performance devra arriver, mais seulement après le bac ou au moment du bac. Là, il faudra faire des performances pour apprendre un métier, que ce soit un CAP ou que ce soit des études supérieures. Là, il faudra bien faire des performances. Mais dans les pays d'Europe du Nord qui servent de modèle, ou même au Québec, maintenant, la mise à l'épreuve est de plus en plus retardée. Et là, je crois qu'il faudra des réflexions sur la nouvelle école. Et ma toute petite expérience des milieux politiques m'a fait découvrir tristement que les décideurs politiques sont tellement occupés à faire taire l'adversaire et à prendre le pouvoir que généralement, ils n'ont pas le temps de lire, tellement ils... et que, et que là, vraiment, pourtant, c'est des lectures, alors que les familles lisent, les enseignants lisent, mais pas les personnages politiques. Alors, on va envoyer des lettres anonymes, d'accord? Merci. Je crois qu'il nous reste encore le temps de prendre une dernière question. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question un peu dans la même lignée que celle qui vient d'être posée. Déjà, merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention extrêmement intéressante. À propos de ces changements systémiques qui seraient souhaitables dans notre modèle éducatif, voilà, vous venez de dire qu'il est nécessaire, mais est-ce qu'il vous semble réalisable, connaissant la grosse machine qu'est l'éducation nationale? Alors, ma toute petite expérience, je suis enseignant, hein, mais je suis enseignant dans le supérieur, et je ne suis pas un vrai enseignant puisque je ne suis pas à temps plein enseignant. Mais ma petite expérience montre que il faut ouvrir l'école, ce qui est déjà fait. Ouvrir l'école au sport, à la musique, au théâtre, et aux familles. Et à ce moment-là, les enseignants peuvent expliquer ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont fait. Et demander aux familles de moins les juger et de moins les mettre au pied du mur. Mon fils, ma fille n'a pas la note qu'elle mérite. Quand j'étais gamin, quand un élève avait une mauvaise note, le père ou la mère disait ben, ton prof a bien fait. Mais quand j'étais gamin, les profs avaient le droit de battre les enfants. Hein, alors, vous n'avez pas connu ça, mais tu as compris le théorème de Pythagore moyennement. Viens ici. Alors, le prof venait près du bureau, il mettait les mains comme ça, il recevait un coup de règle sur le bout des doigts, ça faisait très mal, et hop, il comprenait le théorème de Pythagore. Et ces belles méthodes éducatives n'étant plus permises, ça explique pourquoi nos enfants ont de si mauvais résultats en mathématiques, vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a tout un esprit à changer, donc la nécessité d'ouvrir l'école, ce qui se passe dans certains quartiers, mais ce qui ne se passe pas dans d'autres quartiers. Je vois, il y a des quartiers où il y a des grilles, où les écoles sont de plus en plus fermées. Donc là, il y a une culture de quartier à changer, parce que la violence est tout autour et parce qu'il y a des quartiers où les incivilités sont tellement importantes qu'on met des grilles pour fermer les écoles, alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire. Donc là encore, il y a une révolution culturelle à faire, mais je pense que c'est ce qui nous arrive après le virus, après les catastrophes économiques, épidémiques, il y a toujours des évolutions culturelles ou même des révolutions culturelles. Donc on a toujours un choix passionnant et difficile. Ou bien on remet en place ce qui a provoqué la pandémie, et on va rentrer dans le siècle des virus, comme il y a eu les siècles des pestes,
où tous les 3 ans, il y avait une nouvelle peste, et bien là, tous les 3 ans, il y aura un nouveau virus. C'est déjà le cas. Si on se remet à consommer au sprint comme on le fait, eh ben, on va fabriquer des virus contre lesquels l'organisme humain ne sait pas se défendre. Et dans ce cas-là, il y aura tous les 3 ans un nouveau virus, une nouvelle épidémie. Il faudra à nouveau confiner. Il y aura une catastrophe économique. Le deuxième choix, c'est quand un pays est en désorganisation sociale, les gens sont malheureux. Et là, on voit qu'arrive un sauveur qui est un escroc culturel qui dit « Votez pour moi, je vais vous sauver, je sais d'où vient le mal. » Le mal vient des Juifs, des Arabes, des étrangers, des colorés, etc. Et le mécanisme du bouc émissaire ne fait qu'ajouter du malheur au malheur. Et on voit que dans ces pays en désorganisation sociale, aujourd'hui sur la planète, un très grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement. Et la troisième voie, c'est celle de la Renaissance, c'est-à-dire apprendre, nous adultes, enfin moi je suis un adulte qui commence à être un peu tassé, hein, je commence à être un peu blette, hein, c'est comme les poires, hein, je commence à... mais je vais faire semblant de ne pas le croire. C'est-à-dire qu'entre adultes, il faut apprendre à parler. Or, on voit qu'actuellement, la parole démocratique n'est plus en place. Et dans ce cas-là, ça favorise la dictature. Si, en revanche, on apprend la parole démocratique, c'était la fonction du théâtre en Grèce, hein, les comédiens devaient jouer sur la scène les problèmes de la cité. Et les citoyens devaient démocratiquement commenter ce que le comédien avait mis en scène. Ça, on peut le faire dans les lycées. On peut le faire, ça se fait déjà, on peut même l'augmenter dans les lycées. Et à ce moment-là, on peut faire un débat démocratique, mais il faudrait que nos décideurs politiques apprennent à parler autrement. Bien, je vois qu'il est 6h04, donc je vous propose de conclure. En tout cas, mille merci, Monsieur Cyrulnik, pour votre intervention. La thématique de l'année pour notre cercle, comme je vous le rappelle, c'est réduire l'impact des fragilités psychologiques des jeunes sur leur parcours éducatif. Et cette première session, grâce à vous, nous a vraiment permis de mettre le doigt sur l'importance cruciale des facteurs sécurisants pour réduire cet impact. Donc, je vous remercie et puis je remercie toutes et tous de votre présence sur écran avec nous en cette fin d'après-midi. Je ne sais pas, Anne, si tu veux terminer par une... Juste merci également de ma part, de la part du Centre français des fonds et fondations, Monsieur Cyrulnik. Merci Stéphane aussi pour cette animation et à notre chère copine Jérôme, Stéphane, Federica, Cécile et Lucille. Et rendez-vous donc pour de prochaines sessions encore au premier semestre. Pardon. Ah, je vois une main se lève. Oui. Ah, Christine Leclerc. Ah non, c'était juste un applaudissement. Ah, très bien. On a tous envie d'applaudir, en tout cas. Oui, faisons-le, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, on a été brillants. Hein. Oui, bravo. Merci. 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 Au revoir. Bonne continuation. Au revoir.